Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Bientôt, les toutes premières régionales, conseillers municipaux et chefs traditionnels sont appelés aux urnes le 6 décembre prochain en vue de l'élection de 70 délégués départementaux contre 20 représentants du commandement traditionnel par région. Ce scrutin universel indirect, bien que les collèges électoraux soient connus, aura la particularité de voir sur les starting blocks de départ des formations politiques n'ayant pas de conseillers municipaux dans cette circonscription électorale. L'Union des populations du Cameroun et le PURS ont décidé, malgré cet handicap, de se jeter à la course des conseillers régionaux dans le département du Nyon-Ikele, partagé par le PCRN et le RDPC, depuis les législatives municipales de février 2020. Si pour le PURS et l'UPC, tout est possible dans ce département, même sans élus, le Social Democratic Front, malgré le nombre considérable de ses conseillers municipaux, n'ira pas au régional. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Régional 2020, enjeux et perspectives. Pour en parler, nous avons invité ce soir en plateau Joseph-Emmanuel Ateba. Bonsoir Joseph-Emmanuel Ateba. Je rappelle que vous êtes secrétaire national à la communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonsoir Serge Alain, oui. Bonsoir à mes companélistes, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. C'est un honneur pour moi de me retrouver pour la première fois sur ce plateau. On dit que vous êtes basé à Yaoundé. Sur ce plateau d'Equinox ce soir et j'espère que nous aurons un bon échange. Voilà, sur le Sénacom, depuis quelque temps, on voit un poste qui circule appelant à une autre manifestation, alors qu'on sait que les gouverneurs des régions du littoral et du centre ont, depuis le 13 septembre dernier, interdit toute manifestation. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Enfin, je ne me souviens pas que le MRC ait annoncé une autre manifestation. Quand il le fait, il annonce officiellement à travers son président national. Donc pour l'instant, il ne me semble pas que le MRC ait convoqué une quelconque manifestation. Et je crois que vous faites allusion au communiqué du secrétaire général parlant d'une manifestation qui était en gestation, dont on ne connaissait pas les auteurs, les commanditaires. Donc en fait c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le MRC est un parti qui a une vision, qui a un projet qui a été décliné, que tout le monde connaît, c'est-à-dire il ne peut pas déroger de sa démarche pacifique de ses activités, de ses actions. Donc, pour l'instant, le MRC n'a pas annoncé une quelconque manifestation. Mais permettez-moi, Pierre, Serge Alain, tout pendant que je suis sur ce plateau, d'avoir une pensée particulière pour Maître Tamfou, comme annonce avoir été déféré à la prison de Nouvelle aujourd'hui. Je crois dans quelques minutes, et dans le crime est d'être un défenseur ardent des droits, un défenseur ardent de la justice et un militant du MRC. Permettez-moi également d'avoir une pensée pour tous ces combattants de la paix, de la liberté, de la justice et de la démocratie incarcérés dans nos prisons depuis le 26 janvier 2019 et une autre vague qui a suivi relative aux manifestations du 22 septembre. Je parle des combattants de la paix parce que ces gens sont en prison justement parce qu'ils sont battus, parce qu'ils ont réclamé la paix dans les régions du nord-ouest et du sud du Cameroun. Je parle des combattants de la démocratie parce que ces gens sont en prison pour avoir réclamé des conditions électorales consensuelles, libres et transparentes. Je parle des défenseurs de la liberté parce que ces gens
ont revendiqué leur droit à l'expression, à la manifestation. Je parle des combattants de la vérité, parce que ces gens ont eu le courage de dire ce que tout le monde dit tout bas, que tout le monde dit tout bas, que Paul Biya doit partir, parce qu'il n'est plus apte à gouverner le Cameroun. Alors, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos forces de... Vraiment, je vous en prie, nos forces de défense et de sécurité qui sont sacrifiées sur l'autel, je vais dire, de l'orgueil des uns et de l'opportunisme des autres dans le champ de bataille dans le nord-ouest et le sud-ouest. Une pensée pour toutes ces victimes innocentes, femmes, enfants et hommes, qui flânent dans la République sans trop savoir pourquoi. Je voudrais dire un mot à nos frères, envoyer un message de paix et de réconciliation à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui, pour des raisons qu'ils maîtrisent mieux, mais que nous pouvons interpréter comme étant de la frustration, je vais dire de l'indignation, de la colère et du désespoir, ont pris des armes dans l'espoir de trouver mieux. Je voudrais leur dire qu'un autre Cameroun est possible ensemble, que ce pays nous appartient à tous et que cette voie, toute voie qui peut entraîner une perte de vie, n'est pas la meilleure voie. Je les invite à revenir à de meilleurs sentiments, à rejoindre la résistance pacifique qui peut nous amener à un Cameroun construit. Permettez-moi pour terminer d'interpeller ceux qui nous gouvernent, de leur dire de se défaire de cette camisole d'orgueil et d'arborer la camisole de l'humilité. Ainsi et ainsi seulement, ils pourront s'inscrire. L'histoire pourra être indulgente envers eux. Et je vais dire aux Camerounais de ne pas rester spectateurs de leur propre histoire. Okay, merci. Serge Sero, bonsoir et bienvenue. Une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir à tous les co-panélistes, Dr. Mizan Issimba, M. Ateba, M. Ifongan. Bonsoir particulier au peuple martyrisé du nord-ouest et du sud-ouest. Je voudrais faire une citation de Monseigneur Cardinal Toumi qui leur disait « Many human beings have been destroyed. We can't bring back those human beings that have been destroyed, but we can bring back peace. » Pour dire que les enjeux autour de questions nationales au Cameroun sont énormes. Mais soyons dans une approche beaucoup plus patriotique qui exige du Cameroun une réconciliation avec son histoire. Parce que la construction que l'Union des populations appelle depuis sa création bientôt plus de 70 ans, c'est une construction de consensus. Parce que le champ politique est de par nature sur les autres approches un champ de dissensus. Et il faudrait qu'on y fasse attention parce que certains piliers de cette construction sont souvent sautés et on pense qu'il s'agit d'une simple conquête de pouvoir. Et ce n'est pas de cela. Et malheureusement au Cameroun actuellement, les enjeux du Cameroun, de l'Afrique tout entière et même du monde commandent que nous menions une réflexion approfondie autour des questions essentielles dont la crise anglophone est l'un des pavés jetés dans la mare pour nous interpeller sur cette question. Et nous, à l'Union des populations du Cameroun, nous disons qu'il est temps que nous tous, nous y participions, y compris les médias. Parce qu'au Cameroun, il y a un problème avec les médias. Nationaux, privés, il y a un problème. Vous savez, on construit une nation sur la base d'une plateforme consensuelle, d'un regard commun. Maintenant, les stratégies peuvent diverger, mais la destination doit être comprise par tous pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Et actuellement, nous vivons la crise d'un profond malentendu, de ce que nous appelons souvent à l'UPC le contentieux historique. Malheureusement, il commence à devenir un contentieux social, un contentieux économique, un contentieux politique. Et nous pensons qu'il est temps de s'asseoir et de discuter sans arrière-pensée, sans a priori,
sans préjugés sur les uns et les autres, parce qu'il n'y a pas au Cameroun des saints et de l'autre côté des diables. Non, nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive et nous devons l'assumer aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a qui portent une plus haute responsabilité parce que l'histoire leur a donné l'opportunité de changer la donne et peut-être qu'ils n'ont pas compris, n'ont pas perçu leur rôle, ils n'ont pas été en synchronie avec leur peuple et il est temps que chacun fasse son mea culpa pour qu'on avance ensemble. C'est le message que nous voulons faire passer. Voilà, c'est un historien et cadre de l'Union des populations du Cameroun. À côté de vous, Guy Hervé Fongan. Guy Hervé, bonsoir. Bonsoir Serge Jean, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui chaque jour sont de plus en plus nombreux et qui prennent autant de plaisir à regarder cette émission d'utilité publique qui a en très peu de temps contribué à augmenter la masse critique. Voilà, Guy Hervé Fongan, je vous accueille ce soir, vous avez une nouvelle casquette. C'est de la publication de Politique Hebdo. Tout à fait, Politique Hebdo, qu'on peut voir hein, dans le droit, c'est Politique Hebdo. Oui. Alors si vous vous rappelez, je vous avais fait la promesse... Pourquoi c'est indigné? Oui, parce que je vous avais fait la promesse sur ce plateau il y a quelques semaines, qu'on avait mis sur pied une espèce de projet éditorial avec toute une ingénierie éditoriale pour produire un projet qui est enfin sorti de laboratoire, parce qu'on a estimé qu'il était, comme pour paraphraser Frantz Fanon, chaque génération doit avoir sa mission, la remplir ou la trahir. Donc on a décidé de prendre notre bâton de pèlerin pour sortir des sentiers battus en produisant une information archivable. Et on a commencé avec un ton que d'aucuns trouvaient un peu fort et dur, indignez-vous. Simplement parce que le Cameroun, depuis ces dernières années, vit un des moments les plus décisifs de son histoire. On a un moment historique de notre histoire. C'est une des guerres les plus meurtrières de notre histoire, j'aime à le dire, parce que la guerre des indépendances, c'était la guerre contre le colon. Aujourd'hui, c'est une guerre camerouno-camerounaise et rarement on a vu les Camerounais s'entretuer de façon aussi grossière et quotidienne. Et avec tout ce qu'on a vécu comme incident, comme catastrophe, comme événement ces dernières années, on va pas refaire le chapelet de tout ce qui ne va pas bien au Cameroun, mais on a l'impression que les Camerounais ont perdu leur capacité d'indignation, parce que la vérité, si on s'indignait tous, il y a des choses qu'on aurait pu contribuer à évoluer et faire changer dans le rapport des forces, parce que je suis de ceux qui pensent que Vox Populi, Vox Dei, parce que la volonté du peuple, c'est la volonté des dieux. Et donc, c'est pour nous une sorte de sonnerie de clairon qu'on essaie de faire un point de départ pour amorcer une véritable réflexion politique avec une fonction d'éveil dans le but de construire une véritable écologie de l'action, parce que pour nous il est plus qu'urgent que les Camerounais s'indignent de plus en plus. Donc je suis très heureux de l'accueil que les citoyens camerounais ont accordé à Politique. J'ai des retours assez extraordinaires. C'est au-delà de mes attentes et de mes espérances. Ça veut dire qu'il y avait un besoin qu'il fallait combler, il fallait faire les choses différemment et autrement pour apporter une information en valeur ajoutée. Je suis très heureux ce soir de me retrouver avec Dr Luisan Isomba qui, pour le kick-off, nous a produit un article délicieux, complètement esquis sur un bilan sans complaisance du renouveau. C'était un pur délice et je tenais à aller rendre ce vibrant hommage pour ce kick-off là, à ce frère d'armes là qui a vraiment donné un coup de pied dans la fourmilière avec un texte complètement délicieux et ski. Donc je suis très heureux d'être là. On va ensemble contribuer à augmenter la masse critique des Camerounais. Et dès la semaine prochaine, nous allons monter en puissance avec un nouveau titre qui certainement fera tache d'huile et avec lequel les Camerounais devront commencer à s'habituer. Ok, docteur Luisan Isomba, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer avec respect les autres copanélistes et saluer vivement monsieur le docteur Guy Onofole des États-Unis, qui m'a rappelé qu'ils ont mis un fan club Equinoxoir. Donc c'est une très belle nouvelle que j'ai accueillie ce jour. Je voudrais également ouvrir cette belle émission à travers une forte pensée d'un auteur qui estimait que pour qu'un État soit fort... Vous aurez dû réserver ça pour la fin. Non, il y a un autre pour la fin. Ah, il y a un autre pour la fin. Vous nous avez habitués par cette jolie sortie là. Il y a un autre pour la fin, mais celui-ci commande qu'un État digne de ce nom
ne peut être fort que s'il associe à la fois le diable et le Dieu. Parce que le Dieu est là pour assurer le bien et le diable pour, comment dire, lancer le mal. Mais avec le bien et le mal, ce sont deux éléments qui vont bien dans la vie. C'est la raison pour laquelle un État ne jette ni son diable dans l'eau du bain, ni le saint dans l'eau bénite. Donc, je voulais commencer par cette belle citation. Et ceux qui ont les oreilles comprennent ce qu'il veut dire. Il m'interpelle toujours. Docteur n'a pas sorti une... Ah. Ils sont contents à la maison. Bien entendu. Ce soir, dites-moi, on commence par vous, je commence par vous. L'Union des populations, c'est quand même curieux. Pas de conseillers municipaux, mais l'UPC sera avec les autres le 6 décembre. On veut comprendre. Ben, ça devait être facile à comprendre. Parce que l'action d'un parti politique a trois principaux axes. La formation, l'information et l'action de conquête. À chacune de ces étapes, il y a un gain. Et ce n'est pas aujourd'hui que l'Union des populations du Cameroun participe à des élections qu'on croit perdues. L'UPC a participé aux élections depuis sa création, hein, mais n'a jamais gagné. Parce que le combat que mène l'UPC n'est pas au niveau des écumes. Le combat de l'UPC est plus profond. C'est pour ça que dans l'histoire même, vous allez voir, vous allez être surpris par les acteurs qui combattent l'UPC, y compris à l'intérieur de l'espace politique dit de l'opposition. Alors, pour aller dans l'approche qui pourrait vous intéresser, vous savez que l'UPC a été interdit d'élection aux dernières municipales et législatives. Vous savez que... Le terme n'est pas trop fort, non, non, je dis bien l'UPC a été interdit et personne n'était indigné. Et l'Écam a dit qu'il ne voulait pas jouer le rôle de la justice. C'est pas l'Écam qui... L'Écam n'avait rien à faire. Et l'Écam prend des listes qu'on les lui donne, il les donne. Puisque avant, je voulais continuer en vous disant qu'antérieurement, la même UPC, en violation de la loi, a été laissée à participer avec 3 ou 4 listes différentes. Et personne ne s'est indigné d'un camp comme de l'autre. Oui. Et antérieurement encore, la même UPC a vu ces listes signées par des gens qui n'avaient pas qualité et elle a participé aux élections. Et antérieurement, alors qu'on allait à la démocratie, l'UPC qui existait légalement a été relégalisé. Personne ne s'est indigné. Et on peut lier ça à toute la sphère de la vie socio-politique et économique du Cameroun. Parce que dans d'autres pays, vous savez, ça ne devrait même plus être l'affaire de l'UPC d'intervenir. Les avocats pouvaient s'en saisir. Parce qu'il s'agissait d'une violation flagrante de la loi. L'UPC avait été rétabli en 1966. Donc en 1990, l'UPC n'avait pas à venir présenter un dossier, comme le RDPC l'avait fait. Mais les gens sont restés, y compris les médias, personne n'a jamais relevé ces faits. Souvent on fait semblant, comme j'ai failli sentir dans votre ton ironique, mais ça c'est justement ça qui révèle qu'il y a une lacune dans la compréhension de notre inconscient psychique des enjeux derrière ce parti. Parce qu'il est le seul qui ait une envergure panafricaine, c'est-à-dire que les gens que nous avons écartés ici à l'UPC au Cameroun sont allés servir et sont les héros ailleurs, y compris leur vision politique. Allez en Angola, allez en Algérie, allez en Guinée, vous allez trouver des noms des Camerounais qu'on a donnés à des citoyens là-bas. Donc pour nous, cette étape constructive des régionales est une étape de formation et d'information. Si vous n'y allez pas, vous n'allez pas comprendre comment les choses se dérouleront, y compris si on fait table rase et on vous confie la gestion actuellement. Même critiquer cela sera difficile. C'est pour ça que la lecture qu'on a faite des dernières élections, par exemple présidentielles, il y avait beaucoup à redire, y compris pour ceux qui pensaient contester. Je dis beaucoup à redire scientifiquement. Je m'étais amusé un jour parce que, vous savez, les gens avaient publié beaucoup de résultats dans les journaux. Je me suis assis avec des camarades, on a refait les statistiques de ces résultats. Il y avait des choses indescriptibles. Mais ce n'était pas pour dire que les uns et les autres étaient de mauvaise foi. C'est qu'il y a des profondes lacunes de formation politique au sein de la société. Il y a des profondes lacunes de formation citoyenne. Parce que l'enjeu, par exemple, de ces régionales pose un problème qui est même constitutionnel, qui va aller dans la gestion de ces futures régions. Vous savez, dans notre souci de sauvegarder l'intégrité, si on observe très bien le champ magnétique du spectre d'implosion qui nous menace à travers la gestion de notre diversité ethnique, si on ne fait pas attention à respecter cela, les régionales pourraient être
une injection dangereuse pour le futur du Cameroun. A contrario, si on aborde une approche consensuelle, et ça s'est vu dans ce pays, on connaît des partis qui ont eu des élus là où il n'y avait personne, mais pas pour les besoins qui auraient pu aider. Mais actuellement, on peut. Et c'est pour ça qu'il fallait que tous les Camerounais y participent, y compris pour tenir ceux qui nous gouvernent à la gorge, pour leur dire, bon voilà, nous sommes engagés à faire à faire table rase sur le passé, mais pourvu qu'on ait une sorte de consensus pour avancer ensemble. Et là, le peuple serait pris à témoin sur la manière dont ils allaient gérer cette approche. Donc pour nous, à l'Union des populations, il y a primo la volonté de formation pour maîtriser la situation, y compris dans la perspective de pouvoir la changer lorsque cela sera disponible, si on trouve qu'elle n'est pas, n'est-ce pas, la technologie politique appropriée pour construire un Cameroun consensuel et dynamique. Mais aussi, ça pourrait être, un élément pour dire à ceux qui prétendent qu'ils travaillent pour le vivre ensemble et la cohésion sociale, écoutez, nous sommes là, qu'est-ce qu'on fait du fait que vous nous avez interdit d'élection dernièrement? Voilà l'approche de l'Union de population, et je pense que cette approche ne peut pas être critiquée par qui que ce soit d'objectif au Cameroun. Ok. Joseph Emmanuel Ateba, le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'a pas participé au double scrutin de février 2020, mais il y a des formations. Donc forcément, vous n'avez pas d'élu pour les régionales. Vous maintenez votre réforme du code du système électoral. C'est ça la priorité avant toute autre participation? Permettez-moi, Serge Alain, avec tout le respect que j'ai pour votre émission, de ne pas débattre de ce sujet, parce qu'en ce qui nous concerne, il est sans objet. Et tel pour ma curiosité personnelle, je voudrais que Dr So me dise quel UPC va à ces élections, celle de Bapolipote ou bien celle de Baleguencote. Enfin, je voudrais savoir. Aussi, je voudrais quand même dire que c'est pas... On n'a pas eu une élection, on n'a pas eu deux élections, on a eu des élections, plusieurs élections, et on a vécu la même chose. Donc, dire qu'on va... C'est comme si c'était quelque chose de nouveau. Donc, vraiment, permettez-moi par rapport à ces sujets que je n'en parle pas, et je serai... un spectateur et auditeur comme tout le monde. Voilà, Dr Louison Issouma, sur la participation de l'Union des populations du Cameroun sans élus. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. On dit le secrétaire général. Bien entendu, c'est possible. Ces gens-là autour, les régionales, à mon sens, posent un problème. Celui de savoir si ce sera désormais un mode de gestion. C'est-à-dire que greffé à accompagner l'État dans sa mission, ou alors un projet de société articulé sur la libéralisation politique de l'espace politique national, ou la respiration politique, ou encore l'émancipation du citoyen à se prendre en charge, c'est-à-dire à prendre en charge les affaires propres de leur localité, en choisissant eux-mêmes les dirigeants qui vont porter au sommet leurs doléances. Donc, voilà. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, par rapport à la décentralisation communale, qui a une vocation essentiellement administrative, l'État du Cameroun est monté au plus haut point à travers ce que j'ai appelé une décentralisation régionale. C'est-à-dire que cette décentralisation régionale aujourd'hui, qui va viser à mettre en place deux types de progrès, c'est-à-dire le progrès économique et le progrès social. Donc à partir de là, le contexte est fortement politisé parce que le président de ce conseil de l'exécutif régional doit être une personnalité autochtone. Donc, cela veut dire que les collèges électoraux qui seront chargés de procéder au choix, de choisir le président du conseil régional, peuvent donc, même s'ils sont du RDPC ou du MRC ou de l'UPC, peuvent procéder à un choix d'une autorité qui n'est pas forcément de leur parti. C'est la raison pour laquelle j'ai eu la chance et l'honneur d'être sollicité par l'honorable député Emmanuel Pongo de Douala 2 et Madame le maire Fampou Denise, lesquels m'ont associé à une conférence de formation. C'est-à-dire que sur justement le thème que vous posez ce soir, sur les enjeux des élections des candidats
et de ceux-là qui vont voter leur père auprès de cette élection. Donc, c'est pour dire quoi? Il y a un enjeu énorme autour de cette élection, parce que je dois vous avouer que, en réalité, quand nous avons fait l'émission ici le 6 novembre, sur le bilan du renouveau, vous vous rappelez que tous les hommes politiques qui étaient là, et même tous ceux qui nous suivent, ont estimé qu'en réalité, le président de la République, en 38 ans, n'avait suffisamment rien fait pour l'État du Cameroun. Or, maintenant là, le président se rend donc bien compte que, ok, je veux donc transférer la gestion aux populations elles-mêmes, de prendre charge, de choisir non seulement leurs dirigeants, mais de régler par eux-mêmes les propres problèmes qui minent leur localité. D'où donc aujourd'hui, on ne dira pas que le bilan est néfaste parce que c'est une politique publique conçue par le président de la République, parce qu'aujourd'hui, Serge Alonto, les régionales auront ceci de particulier que, après le choix du président du conseil régional et le bureau de l'exécutif, il y aura il faut du personnel pour accompagner cette nouvelle forme de décentralisation territoriale. Il faut donc choisir du personnel, parce que vous savez que l'administration au sommet de ces régions, seul le secrétaire général sera nommé par un décret du président de la République. Maintenant, les autres membres, les autres personnels, avec justement l'appui, parce que le Code général sur les collectivités territoriales décentralisées précise qu'un décret d'application du président de la République viendra déterminer quels sont les services et les personnels qui seront renvoyés au niveau de la région collectivité territoriale. Parce qu'on ne confonde pas la région circonscription administrative, à la tête de laquelle on retrouve monsieur le gouverneur nommé par décret, et maintenant de l'autre côté, la région circonscription territoriale, pardon, collectivité territoriale, où on aura à la tête un président du conseil régional. Donc c'est pour dire, Serge Alonto, que aujourd'hui, si je pourrais interpréter la vive volonté de l'État d'aller vers les régionales, c'est qu'il y a d'abord ce souci de régler, c'est-à-dire qu'on estime qu'à partir des régionales, on pourra aisément régler la question de la crise anglophone. Donc, c'est un des soucis. Je l'estime, hein, c'est-à-dire que quand nous voyons faire le président de la République et autre chose, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, si vous avez constaté, il y a une léthargie du peuple, c'est-à-dire qu'il semble ne pas savoir ce qui se passe, justement parce que le processus n'implique pas le peuple entier, c'est-à-dire que c'est un collège électoral qui va procéder, bien entendu. Donc, voilà un peu au premier jet ce que nous pouvons dire sur les enjeux de ces élections régionales qui vont se tenir en 2020. Pour vous, les régionales, pourquoi faire? Pour quel changement véritable? Moi, au-delà de la lecture très technique qui vient d'être faite par le docteur Luison Issoumba, je voudrais, moi j'ai une autre approche totalement différente de celle-ci. Moi, dans cet enjeu, c'est plus un vœu qu'autre chose. Parce que voyez-vous, on va dans cette élection avec le RDPC qui part déjà gagnant. Parce qu'il faut quand même rappeler que le RDPC va avec 316 conseillers municipaux sur 360. Même du côté sur 360. Des chefs traditionnels. Donc ils y sont, vous savez que les chefs sont aujourd'hui les auxiliaires de l'administration. Donc ils sont pour la plupart inféodés. Donc si en dehors peut-être du chef Bamedjou et quelques cas isolés, la plupart des chefs sont des auxiliaires de l'administration. Et donc ils vont forcément, j'allais dire, valider ce qui aura été décidé par l'instance du RDPC. Pour dire que moi, l'enjeu, pour moi, dans cette élection régionale, c'est le vœu de voir enfin un sursaut d'orgueil de la part des dirigeants, des militants du RDPC, qui forcément vont revenir aux affaires. C'est pour moi le vœu de voir que j'appelais une sorte de brin d'humanisme, un brin d'humanité que ces gens dont ils pourront faire montre quand ils vont revenir aux affaires sous une autre forme. On ne va pas revenir sur le tableau apocalyptique qui a été fait sur le bilan du renouveau. C'est comme une sorte de rédemption en fait. C'est-à-dire qu'ils reviennent aux affaires sous d'autres formes, mais ils ont l'occasion cette fois de faire... Vous pensez que tous les présidents du conseil régional seront... Non, pas tous, l'essentiel. Au moins, je vais dire qu'à 75% au moins, ce sera les anciens... Au moins, je dis au moins, ce sera les dirigeants du RDPC. Parce que c'est d'autant plus inquiétant. Parce que quand vous regardez, même là, on est obligé de parler sur ce parti qui va, j'allais dire, qui va impulser véritablement à 75%, qui va donner le ton de ce que sera les conseils régionaux. Et quand vous observez
la manière avec laquelle le choix s'est opéré au sein du parti, on a des raisons d'être un peu sceptique et embarrassé. Vous avez des technocrates accomplis, par exemple, qui ont été exclus du process au détriment au profit de quelques analphabètes, sans leur faire une insulte. Sauf qu'en face, vous avez des technocrates accomplis dont on ne peut objectivement expliquer le fait qu'ils n'aient pas pu, alors qu'à la base, ils avaient été choisis par les populations. Mais au niveau de l'instance, au niveau de l'IRDPC, on a changé, on a désigné d'autres personnes. Donc ces frustrations comme celle-là peuvent amener les populations qui sont à la base à se poser, à s'interroger sur la sincérité de ceux qui organisent cette élection. On ne va pas revenir sur les cas de Joseph-Antoine Bell, de Bibéyé, de Jean-Pierre Yondok, de Tonin, etc. Ils sont nombreux comme ça qui, à côté de ceux qui ont été retenus, sont quand même des personnes qui peuvent... J'allais dire... vous payez ces anciens là vont revenir. Oui, malheureusement. Vous nous sortez encore la liste. Qu'est-ce qu'ils devaient revenir? Sauf que ceux-là ont été choisis. Non, je veux dire que c'est une question de bon sens et de logique. Oui. Non, je veux dire qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parmi les anciens, il y a des bons. Il y a des bons anciens. Qui vont revenir fermiers. Vous avez les technocrates. Par exemple, quand je parle de technocrates accomplis, je veux dire que personne aujourd'hui ne peut contester... j'allais dire le degré de management qu'atteint M. Yondok ou un André Siaka, par exemple, qui a été un manager de très haut niveau, qui revient au comptoir. Il y a des gens comme ça qui peuvent apporter de la valeur ajoutée. Mais quand vous voyez ceux qui ont été retenus, à côté de cela, on se pose... Parce que quand on parle de l'amélioration de la qualité de vie des populations, et quand on observe, à côté de ceux-là qui sont des managers accomplis, ceux qu'on a retenus, on est en droit de s'interroger. Donc pour ma part, c'est... Comme il revient aux affaires sous une autre forme, l'enjeu pour moi, c'est ce vœu pieux. C'est-à-dire que c'est... Enfin, pas un vœu pieux, mais c'est le vœu de voir, c'est un sursaut d'orgueil. Les mêmes vont forcément revenir. C'est l'espoir de voir un brin d'humanité et d'humanisme de la part de ces dirigeants-là pour enfin... Parce que les conseils régionaux, je vais dire que c'est un des leviers importants d'accélération de la décentralisation qui, cette fois-ci, va enfin autonomiser les municipalités en leur conférant davantage de pouvoir et de marge de manœuvre. Et on espère, nous autres, que ça puisse impacter sur la qualité de vie des populations et que ces gens se sentent, du moins qu'ils aient l'impression que les choses ont vraiment changé. Mais comme on a le Cameroun, comme la plupart des pays africains ont hérité du jacobinisme français, c'est-à-dire un État centralisateur, parce qu'on a quand même depuis 1996, jusqu'aujourd'hui l'État a dû, parce qu'il s'agit là, pour le cas d'espèce, pour le pouvoir central, de perdre un peu une partie de son pouvoir. Mais on voit là, cette bureaucratie lourde et tatillonne démontre à suffisance que l'État a du mal à céder cette parcelle du pouvoir parce qu'il y a un contrôle qui va lui échapper. Et on comprend très bien tout le dispositif qui est mis tout autour, opaque, et consiste toujours à ne pas donner les pleins pouvoirs à ceux qui vont être élus et à continuer à refaire les mêmes choses à travers les personnes qu'on aura imposées, qui ne sont pas très souvent le choix de la base. Donc on peut questionner la sincérité du process. Voilà, ça sera pour vous, qu'est-ce qui va véritablement changer à côté de ce que décriait Guy Hervé Fongan? Pour lui, c'est les mêmes qui vont revenir aux affaires, les mêmes têtes. Vous savez, d'autres qui sont les mêmes. Bon, vous savez, la lecture politique se fait par scénario. Oui. Mais permettez-moi d'abord de répondre. Joseph Emmanuel Atiba. Et c'est justement ça le problème. L'UPC, il n'y a qu'une UPC. Sauf que nous ne sommes pas un parti caporalisé. À l'UPC, il y a les règles, quand vous contestez, et vous pouvez essayer de prendre le pouvoir. Et ça se passe. C'est pour ça que c'est le seul parti sur l'espace national qui a changé 4 ou 5 dirigeants, alors que les autres restent avec un dirigeant unique. Donc il n'y a pas deux UPC au Cameroun. Jusqu'à même pronter la preuve de contraire. Le Manidem a changé. Non, aussi. Le Manidem, c'est le Manidem. C'est pas l'UPC, on parle de l'UPC. Donc il n'est pas le seul. Donc, la question est claire. Il n'y a pas que l'UPC. Puisque l'organe a décidé qui est, et on sait d'où venait la forfaiture. Je crois qu'il n'y a pas de question à se poser, sauf à ne pas être au Cameroun. Maintenant, ça vous permettez, quoi qu'au même moment, on a vu le secrétaire général du comité central du RDPC se rendre
du côté d'Équité, accueilli par Paul Léopold. Et vous voyez donc la République. Comment vous pouvez donc dire... Ça, c'est la République. C'est-à-dire que voilà des gens qui font à leur tête comme s'il n'y avait pas de pouvoir. Alors qu'il y a une décision de justice. Non seulement il y a une décision de justice, il y a qu'il faut respecter les autres associations qui sont libres de faire comme elles veulent. Maintenant, si un individu vous dit que c'est moi, et vous le suivez, ça n'engage que vous. Moi, je ne fais pas attention à cela, parce que cette démarche ne relève même pas de l'UPC. Elle relève des individus qui veulent, et ils sont libres. Hein. Moi, je peux construire mon monument à Douala et j'invite qui je veux. S'il vient, c'est bon. Ce n'est pas un problème pour moi. Maintenant, revenons-en aux régionales. Elles sont très importantes, comme je disais. Elles sont importantes d'abord pour la formation citoyenne. Vous savez qu'il y a des débats au Cameroun qui sont des débats potentiellement explosifs. Les questions d'autonomie, par exemple. Vous avez vu les mairies, comment à un moment donné ça avait créé des problèmes dans ce pays. Parce que on a mal à notre construction nationale, qui a été, à un moment donné de l'histoire, bridée et bloquée. C'est ça qui a créé des problèmes, le processus est arrêté. Ce qui fait qu'il y a souvent des contestations sur les légitimités même de ceux qui viennent prendre la gestion des mairies. Ça n'a rien à voir avec la technocratie. Hein. On a vu, quand vous regardez les maires qui dirigent maintenant, ceux qui dirigent même souvent bien sont ceux que vous avez appelés illettrés. La politique, c'est une question de vision. Et vous y tenez, vous mettez les gens au travail. C'est tout. Les technocrates vont travailler. Moi, je n'ai pas de souci sur la qualité, la diplomite ou la trajectoire des uns et des autres. Il n'est même pas clair et évident que ces gens sont des technocrates si on regarde au fond. Moi, je me méfie très, très souvent des titres extérieurs. C'est pour ça que je préfère qu'on m'appelle souvent par mon nom. Parce que ça n'a rien à voir. Le travail, comme on dit, le maçon se juge au pied du mur. Il n'y a pas a priori quelqu'un qui serait bon. Et s'il est bon, c'est le peuple qui décidera. Pour moi, ce n'est pas un souci. Par contre, dans cette construction, et le docteur Luisan Essomba l'a souligné, Guy Hervé Fonkan l'a souligné, nous avons deux statuts régionaux en jeu. Parce qu'on a refusé de faire, n'est-ce pas, la décentralisation institutionnelle qui est la fédération. C'est bien, parce que les fédérations sont compliquées, contrairement à ce que beaucoup pensent. Elles sont très compliquées. On a opté pour la décentralisation administrative. Sauf que, ayant refusé de régler le problème de la construction nationale au moment où on préparait les indépendances, on est maintenant obligé de gérer de manière structurelle et progressive un détachement, une démobilisation, si vous me permettez le terme, d'une certaine caste administrative. Normalement, on devait arrêter l'affaire des gouverneurs. Hein. Voilà. Normalement. Or, la construction... Non, mais ça ne doit pas être un processus brutal. Oui. Parce que vous avez toute une administration qui est greffée autour, pour laquelle il faut bien s'asseoir et penser d'où viendront les décisions qui vont administrer la police et la gendarmerie, parce qu'on sait d'office que l'armée, elle restera sous le poids du gouvernement central. Ça, c'est normal. Comme la monnaie. Parce que ces entités peuvent être des leviers économiques. La police, qui sera gérée localement, peut être un levier économique. Pourquoi? Mais parce qu'autour de ces corps-là se construit une économie de la logistique et du développement industriel. Comment peut-on penser qu'en Afrique, aujourd'hui, on continue à habiller les gens de certains de nos corps en important du matériel? On pourrait polariser les régions et dire que, par exemple, le centre de police sera greffé à des industries qui vont construire les tenues, les chaussures et même les équipements. On pourrait dire que la gendarmerie aura aussi une autre région, et ainsi de suite, et on créerait des emplois. C'est de cette question, et c'est pour cela que l'UPC, elle est intéressée. Elle est d'autant plus intéressée que si, est-ce que vous savez que même les tests qui régissent la décentralisation ne sont pas encore bien maîtrisés au Cameroun, y compris même les textes sur les élections. J'avais eu un débat au jour où je disais à quelqu'un sur un plateau, je ne sais pas si c'est ici, qu'au Cameroun, pour faire les dossiers, par exemple, aux législatives et aux municipales, tu as plus d'un mois. Hein. Mais personne ne le sait. On croit que les 15 jours là, quand on dit que ça s'arrête, ça ne s'arrête pas là. Si vous regardez bien la loi, il y a des fenêtres. Les régionales qui arrivent là veulent régler aussi un problème qui est greffé dans notre constitution qu'on appelle l'autochtonie. Mais comment on peut régler? Est-ce qu'on va donner la priorité au droit du sol ou au droit du sang? Comment ça va se faire? Est-ce qu'on va essayer d'écarter de manière subtile ces droits d'autochtones? Comment on va le gérer? Ça sera complexe. Vous imaginez un président de région qui, permettez-moi d'abuser, qui ne serait pas de la région?
ou qui ne seraient pas de ceux qui pensent qu'ils sont de la région? Comment? Est-ce que, a priori, cela veut dire que si quelqu'un n'est pas dans la région, on ne peut pas lui donner la présidence pour faire avancer économiquement la région si on pressent en lui cette capacité? Alors, être absent lorsque de tels enjeux sont mis sur la table, c'est une erreur stratégique grave. Mais il y va du choix de chacun. Ah oui. Sauf qu'il faudrait après assumer. C'est pour ça qu'à l'Union des populations, quelle que soit la question des élections depuis la création, on y allait. Et on y va toujours. Pour après tirer les conclusions. Souvent on y va même, sachant qu'on ne gagnera pas. Mais parce qu'on sait que ça a un impact. Ça a un impact d'éducation citoyenne. Et l'un des gros déficits de notre peuple actuellement, d'un des schismes qui crée problème au Cameroun, c'est qu'on a l'impression de travailler pour les gens qui regardent ailleurs. Or, ces occasions-là sont aussi l'occasion d'une éducation citoyenne. Regardez une élection qui sera indirecte. Peut-être votre plateau est le seul qui a commencé à ouvrir le débat sur question. Mais est-ce que les gens savent que, bien qu'elle soit indirecte, les citoyens peuvent influencer ceux qui vont voter? Le professeur Luison Essomba disait maintenant que les électeurs ne doivent pas se sentir liés par l'appartenance partisane. Ah oui. Parce que l'enjeu de la gestion de la région est au-dessus de leur parti. Parce que le futur des partis là, aux prochaines élections en 2020, ne leur dit pas que la carte sera la même. Ils ont donc intérêt à construire sur une inclusion, y compris des apports. Lui, il a dit qu'il a été invité par le RDPC. Parce que tout le monde, le Cameroun regorge des ressources. Je dis, et c'est pour ça que je dis à tous les autres partis, même si vous ne participez pas, intéressez-vous à la question. Intéressez-vous à la question, sinon, on risque de se retrouver dans une position où, même quand vous aurez des bonnes idées, les gens vont vous dire qu'ils ne s'alignent pas parce que hier, vous n'êtes pas venu les accompagner. Et c'est les drames qui nous déchirent. Ailleurs, ça ne se fait pas comme ça. Ailleurs, la politique, même quand on n'est pas d'accord, on s'assoit pour discuter. On ne refuse jamais l'occasion de s'asseoir. Après, l'objet du débat peut être rejeté. Et c'est cela, c'est la perception que nous avons. Deuxièmement, à l'UPC, nous regardons les régionales comme un défi pour ceux qui ont la majorité. Écoutez le discours du président, je voulais apporter une tirade, mais comme je ne suis pas partant sur tout ce qu'il a fait, même s'il avait peut-être le regard, mais je me suis dit que je ne vais pas le lire, parce qu'il pourrait créer une dissension au sein même du RDPC. Dans ce discours, on pourrait croire que le chef d'État voulait vraiment la démocratie. Et il voulait appuyer cette démocratie sur la décentralisation, on pourrait le croire. Et on ne comprendrait pas pourquoi, près de 40 ans après, ce n'est pas encore fait. Eh bien parce que la rupture épistémologique dans le cursus historique a créé un procès permanent d'incompréhension. Ceux qui sont au pouvoir, pour beaucoup, craignent une chasse aux sorcières, ça il faut le dire. Ceux qui sont au pouvoir, et ce n'est pas seulement au Cameroun, en Afrique, le spectre, on a vu quelqu'un revenir sur ses paroles, on a vu même des anciens opposants, militants d'une démocratie parfaite dans leur pays, changer les constitutions pour rester au pouvoir. Il faut donc que lors des débats comme ceux sur la régionale, qu'on règle la question fondamentale du passage politique et de la retraite politique. Il faut que ce soit dans notre ADN, qu'on sache qu'on vient là pour servir et non se servir, comme le disaient les Latins. Parce que dans la perception des gens, y compris de ceux qui sont en marche pour la conquête, c'est pour venir se servir. Et c'est pour ça que les batailles sont des batailles d'exclusion. On fait quoi pour y arriver? Des nouvelles de prière? Non, pas du tout. Et justement, c'est ça. C'est que vous vous établissez sur le temps. Dans cette bataille-là, il faut faire comme un agriculteur patient. Il sait qu'il peut s'aimer, c'est pas lui qui va récolter. La perception de croire que vous allez manger les fruits du manguier que vous avez planté fausse toute initiative et plombe votre développement. Ce dont vous jouissez aujourd'hui, Guy Hervé, c'est pas vous qui l'avez sémé hier. Il faut souvent savoir regarder le passé, vous dire à présent l'avenir. Okay. Regardez le passé, vous dire à présent l'avenir. Au Cameroun, il est temps que tous les matins, vous fassiez un débat sur les régionales. Indignez-vous. Pour que nous sommes indignés depuis, ça ne nous surprend pas. Si vous ne le saviez pas. N'arrêtez pas. Nous n'avons pas arrêté. Si nous avions arrêté, si vous vous intéressiez à ma trajectoire, vous comprendrez qu'il y a des Camerounais qui sont dans l'indignation depuis et qui y ont tout sacrifié. Et il faut nous regarder dans les yeux.
et dire qu'il est temps que justement dans cette bataille d'indignation, on passe à l'étape supérieure qui est d'associer cela parce que le prix de leur sacrifice est tel qu'ils sont prêts à offrir plus. Moi, je vous prends le cas du nord-ouest et du sud-ouest. Je suis en train de discuter avec des amis. La régionale au nord-ouest et au sud-ouest peut être l'occasion pour causer un débat franc d'abord. Parce qu'il y a un faux débat qui engrange un succès et qui aggrave même la gestion de cette crise qui est basée sur des prémices qui n'existent pas historiquement. La question de la fédération, qui n'est pas mauvaise, qui doit être débattue, peut être démontée par un simple discours sur les causes même du rejet de la fédération. Est-ce que vous savez que c'est parce qu'il n'y avait pas d'accord même entre ceux qui sont venus présenter la question qu'ils ont accepté? Parce qu'à un moment donné, tous ont perçu que leur salut dépendrait d'Amadou Ahidjo. Un jour, ayez le courage d'inviter sur votre plateau Julius Ngo. Il va vous faire le dérouler. Et vous serez surpris qu'actuellement, si on laisse même les deux régions, on fait un référendum pour leur dire de faire une fédération ensemble, ils pourraient ne pas s'entendre. Parce que dès le début, il y avait eu ce schisme-là. Deuxièmement, il faut qu'on règle d'abord la question. Là où la question régionale nous gêne un peu, c'est qu'on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Il fallait qu'on dise d'abord aux gens réellement quels sont les pouvoirs qui leur seront dévolus. Ça n'a pas été fait et personne ne s'intéresse à ça. Voilà le seul vrai problème que la régionalisation aura. Quels sont les pouvoirs qui seront conférés aux régions? Si on avait réglé cette question, deuxièmement, ça pouvait aussi apaiser le nord-ouest et le sud-ouest. On dit aux gens qu'on va leur donner une région, mais qu'est-ce que la région va faire? Quel sera le rôle du gouverneur? Ça sera comme les maires et les préfets, où vous voulez faire vous faites votre session, vous décidez, et le préfet ne signe pas. Si c'est comme ça, et il y aura donc une deuxième bataille à mener. Mais je dis bien que ça n'exclut pas le fait qu'il faille y aller. Allez, ouais, ok. Docteur Luzin Issoumba, justement, vous avez parlé du gouverneur qui sera toujours là, du plan administratif, le gouverneur de la région, le président du conseil régional. Oui. Cette cohabitation-là, comment ça va se passer? Bien entendu, Serge Alonto, nous sommes ici dans le cadre de la décentralisation. Et vous savez, on dit très souvent qu'il n'y a pas de décentralisation sans test et il n'y a pas de décentralisation au-delà des tests. C'est donc pour dire quoi que dans le cadre de la décentralisation, la tutelle est un élément important parce que l'article 55 de la loi fondamentale du 18 janvier 1996 dispose que les collectivités territoriales s'administrent librement. Vous voyez, c'est vrai, la libre administration ne doit pas déboucher sur la libre gouvernance. C'est la raison pour laquelle donc, les représentants de l'État doivent veiller de sorte que les exécutifs communaux et régionaux doivent appliquer la loi. D'où donc la présence du représentant de l'État pour veiller à cela. Alors, dans le cadre donc, des communes et du maire de la ville, l'autorité de tutelle, c'est le préfet. C'est-à-dire qui assure la tutelle des communes et au niveau du maire de la ville. Par contre, le gouverneur, c'est-à-dire que au niveau de la région administrative, est l'autorité de tutelle du président de l'exécutif régional. Alors, il faut pouvoir préciser, je voudrais peut-être rappeler au docteur Sow que le Code général sur les collectivités territoriales décentralisées a justement, en son article 266, prévu les compétences à transférer aux régions. Donc, c'est déjà précisé dans le niveau... au niveau des textes. Au niveau des textes. Oui, bon, peut-être que... À ce spectacle, on a vu pour les Rikinger... Oui, bien entendu, sur un certain nombre de points, il faudrait un décret d'application. Les textes sont là, mais... Oui, bien entendu. Il faudrait donc un décret d'application pour davantage expliciter les choses. Hein? Et je voudrais rappeler un autre point, c'est tout que les régions, aujourd'hui, jouent un rôle important. Pourquoi? Parce que le Sénat, dans sa fonction de représentation, justement, représente les collectivités territoriales, mais beaucoup plus les régions. Parce que si nous étions restés, si aujourd'hui l'article 1er alinéa 2 de notre Constitution dit que la République du Cameroun est un État unitaire décentralisé, c'est justement parce qu'on a pris en compte la mise en œuvre des régions. D'où donc aujourd'hui, il devait avoir un problème depuis 2013. Vous savez que la loi précise très clairement que les sénateurs, les 70, sont élus au suffrage universel indirect à la fois par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Or, depuis 2013, on n'avait que des sénateurs qui n'étaient élus que uniquement par les conseillers municipaux. Donc, en réalité, sur le plan technique
et juridiques, on pouvait engager le contentieux de leur légalité. Parce qu'en réalité, ils n'avaient pas été élus à la fois par les conseillers municipaux et régionaux. Mais la Constitution elle a encore réglé le problème en indiquant que les institutions se mettront progressivement en marche. Et puis venons régler. Donc voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui au niveau des régions. C'est pourquoi j'ai dit que nous espérons que tous les présidents des exécutifs régionaux qui seront choisis, on va mettre en place une chose, par exemple, telle que la carte nationale d'identité, qui, pour la faire, il faut remonter sur Yaoundé. Le passeport, il faut aller sur Yaoundé. Donc, tout sera fait dans la région. Merci. On revient après le journal parce qu'il est déjà là. Bonsoir Cédric. Un seul titre ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, Equinox propose un dossier intégral sur l'affaire Stéphanie Ndiomo après ses propos tenus sur une télévision et radio publique basée à Yaoundé. Equinox n'a jamais été accusé d'instrumentalisation ou de manipulation par Dame Stéphanie Ndiomo. Et ce soir, vous écouterez pour la première fois l'intégralité des propos de sa famille, à la fois ses enfants et son beau-père, interviewés au lendemain de l'arrestation de Stéphanie Ndiomo, à savoir le 9 novembre 2020 et diffusé sur les antennes le 10 novembre 2020. Première enquête menée par Equinox Télévision et d'autres éléments importants qui permettent de voir la lumière sur une affaire où Equinox n'a jamais instrumentalisé ni manipulé qui que ce soit dans le cadre de ses émissions et ses différents programmes diffusés sur ses antennes. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jala. Dans quelques instants, madame, monsieur, le 20h de Cédric Noufélé. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie. C'est la partie réservée au débrief du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie des docteurs Serge Soro, Luison Essomba, Joseph-Emmanuel Ateba et Guervé Fongan. Guervé Fongan, déjà vous êtes journaliste, je commence par le domaine qui est le nôtre, qui est le vôtre, qui est le mien, qui est le nôtre. Guervé Fongan, moi j'ai un problème. Comment comprendre cette cabale depuis plus d'une semaine par certains confrères sur Equinox Télévision? Disons qu'il est d'entrée de jeu, hein, je souhaiterais dire qu'il est difficile de résister à la tentation de dire qu'on vient de vivre, ou alors on est en train de vivre ce soir un grand moment de télévision, il faut le dire, un très grand moment de télévision. Et je me sens l'obligation de revêtir ma casquette de professionnel de les sciences de l'information et de la communication avec ce qui est en train de se passer, parce que les apprenants et nos étudiants nous regardent et nous écoutent. Pour dire que les STIC, que nous connaissons tous d'ailleurs, pour y avoir été régulièrement dans le cadre de quelques séminaires doctoraux, Hervé Bouche, un des directeurs de cette école, disait que le journaliste n'est pas... Le SIJ disait que le journaliste n'est pas un griot cervelle. Et quand on a en mémoire le souvenir d'un tout récent directeur qui disait que la CRTV c'est le tam-tam du président, on est un peu inconfortable quand les étudiants, les apprenants regardent et observent cette scène ubuex dans le paysage audiovisuel. On vient là de voir un contre-exemple qu'il ne faut pas enseigner aux apprenants, c'est-à-dire le journalisme assis. Parce qu'il est surréaliste de voir qu'une dame, elle est la seule à parler, et on traite ses propos d'affabulation. Donc ils ont fait exactement ce qu'il ne faut pas faire dans ce métier. C'est-à-dire le journalisme massif, où on fait parler une dame on a le sentiment qu'on lui a fait dire des choses différentes de ce qu'elle avait dit précédemment. C'est très gênant pour les apprenants. Il y a le principe basique de croiser les sources. Ils sont totalement absents de ce qu'on vient de voir. Le principe du contradictoire est totalement absent de ce qu'on vient de voir. Et je me demande si c'est... Comment on fait pour en arriver là? C'est incroyable. Cet acharnement pour y arriver contre Equinox est un très mauvais procès, non seulement contre Equinox, mais contre la presse en général, dans la pratique et l'éthique et la déontologie des métiers ou alors du journalisme en lui-même. Parce que nulle part, parce que si tel que on semble vouloir percevoir les propos de la dame comme des affabulations, ça veut dire que tous ceux qui ont parlé
autour d'un homme menti, donc si elle a menti, tous les autres ont menti, et donc, quand on fasse parler ceux qui ont témoigné en sa faveur, comme étant des complices d'un mensonge avéré, je pense que c'est assez grave pour dans la pratique. Donc, je crois que je suis pas très vieux, mais c'est la première fois que je vis dans notre paysage audiovisuel un tel degré d'acharnement avec autant de bassesse, avec qu'on puisse descendre aussi bas dans la gado. Et aucune démonstration de ce qui a été allégué dans le reportage que j'ai suivi sur la CRTV, moi je peux la citer, n'a été prouvé. Rien du tout. Quand on a on a l'impression qu'ils font des incantations. Ce n'est pas ça ce métier. De là à dire que la dame a proclamé des accointances entre la dame et on peut le dire, et le MRC sans aucun soupçon de démonstration et d'une légèreté abyssale. Je me demande comment on peut être autant léger dans un traitement de l'information, dans un média sérieux qui, a priori, offre la présomption des gens qui ont un parcours relativement acceptable. Non, je pense que cet acharnement, c'est un mauvais procès. Bon, peut-être qu'on peut, pour parler trivialement, pour dire que dans une prise de parole en communication, il y a 3 objectifs, c'est-à-dire que cognitif, affectif et conatif. Peut-être qu'un des objectifs de cette sortie-là a été beaucoup plus cognitif, c'est-à-dire que pas de dire que la CRTV n'est pas suffisamment connue, mais peut-être de doper l'audience. Peut-être de ce point de vue-là, on a bien vu que ces derniers 24 heures, quoi qu'on dise, même ceux qui n'écoutaient pas beaucoup la CRTV on peut remarquer qu'elle est montée en puissance en termes d'audience. C'est peut-être ça l'objectif. Cognitif est davantage connaître la CRTV, mais on est très embêté quand on est qu'on a un minimum de rigueur et de sérieux dans la pratique et l'exercice de ce métier, parce que c'est le parfait contre-exemple qu'il ne faut pas faire. On ne proclame pas, ce n'est pas le journalisme, ce n'est pas de la religion, on ne proclame pas des faits, et on vient de voir un élément encore, une chose extrêmement grave, c'est-à-dire que ce métier repose sur un principe clair, c'est-à-dire que la sacralité des faits. Et là, on vient de voir depuis hier une désacralisation des faits par un ministère des services publics qui n'a rien démontré, qui n'a rien prouvé, où on fait du journalisme assis, on fait parler une dame sans qu'il y ait aucun croisement de sources, aucun principe de contradiction. Je crois que nos apprenants qui nous regardent depuis 19h doivent être très mal, se demander vraiment à quel sens se vouer. Moi, je suis très inconfortable en tant que professionnel des sciences de l'information et de la communication. Joseph Emmanuel Ateba, votre sentiment de ce que vous venez de vivre, ça a changé quelque chose dans votre perception de l'affaire, on va le dire comme ça, Stéphanie Ndjomo? Vous savez, Serge Alain, je crois que nous venons d'assister là à un scoop dramatique dont le système a le monopole de nous offrir pour nous détourner très souvent des objectifs ou alors de ses responsabilités. Voyez-vous, je ne sais pas, le journaliste, il a si bien expliqué, je ne suis pas professionnel en la matière. Je ne sais pas, une dame est venue dans une télévision, elle a fait des déclarations qui ont ému tout le monde. Il y en a qui ont coulé des larmes en regardant cela. Et rien que sur la base des déclarations de cette femme, vraiment, je n'arrive pas à comprendre ce qui a pu justifier même déjà son interpellation. Et jusqu'à l'amener au tribunal militaire pour les déclarations que nous avons tous vues devant cette télévision. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut justifier qu'on ait pu arrêter cette femme pour des choses qu'elle a dites sur votre plateau? Alors cela démontre de la fébrilité de ces systèmes qui est à la recherche permanente de son bouc émissaire attitré, qui est le MRC. Parce que voyez-vous, à la fin, on se retrouve en train de trouver... Seulement le MRC? Bien entendu, c'est ce qui a... Seulement le MRC? Enfin, Equinox, naturellement. Bien entendu. Oui. Bien entendu. Donc, vous voyez, c'est très embarrassant, c'est très embêtant pour un pays sérieux comme le nôtre, un grand pays comme le nôtre, de vivre ce genre d'histoire. La moindre des choses, je crois, et il a si bien expliqué,
c'était la confrontation des sources, des informations. Vous savez, au Cameroun, les accusations, les condamnations sont faites par communiqué. Vous avez observé depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'avant même qu'une enquête ne soit menée par rapport à le ministre de la Communication a fait un communiqué qui fait foi de l'accusation et de condamnation, c'est-à-dire qui fait foi des faits, alors que ce n'est pas le cas. Donc, nous sommes habitués et malheureusement, j'espère que ce n'est pas par Mme Djomo qu'ils passeront pour retrouver le MRC. Le MRC, il est clair dans sa démarche, elle est connue de tous. Elle n'a pas besoin de se cacher derrière des montages comme celle-là pour s'exprimer. Il s'exprime publiquement. Ok. Docteur So, vous, votre sentiment après avoir regardé le journal de ce soir et vous suivez cette affaire sûrement depuis son déclenchement le 8, le jour de l'arrestation, l'interpellation de Stéphanie Ndjomo. Quelle idée vous faites ce soir? Je voudrais profiter de cette occasion pour garder le silence. Mais en même temps, je me dis, j'aime le sport, mais j'ai horreur de pugilat. Or, vous venez de me faire assister à un pugilat médiatique qui m'oblige, alors que je voudrais bien respecter le silence. À un moment donné, souvent, le silence est d'or. Ce que nous venons de vivre m'inquiète. J'ai l'impression d'avoir d'un côté la radio des 7 collines et de l'autre côté la radio de l'estuaire, les deux traduisant par supputation ou présupposition des rivalités qui peuvent faire imploser le Cameroun. Ou alors des anges d'un côté, des démons de l'autre. Oh, bon, peut-être il y a quelqu'un. Malheureusement et heureusement pour nous, nous avions sur le plateau des gens qui ont essayé quand même d'apaiser la situation. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne vois même pas où devrait être le problème. Même si c'était un mensonge. Même si, moi je dis que même si cette dame avait menti, pas le problème. Elle est venue dans une émission, elle a menti, point final. La République a des choses plus importantes à faire. Peut-être que vous n'apercevez pas ce que les autres ont entendu. Peut-être qu'elle a dit qu'elle a été, ses jumeaux ont été assassinés par les militaires. Peut-être, parce que ces gens, vous savez, ils entendent les silences que vous croyez muets. Quand les gens ont peur, je vous ai dit tout à l'heure dans l'émission qu'il faut apaiser les gens quand des fins de règne arrivent. Ces gens qui ont peur et qui veulent embrigader toute la République, je dis c'est pas bon. Nous sommes des citoyens, que personne n'ait peur et qu'on ne terrorise pas les citoyens. L'autre lecture que je pourrais avoir, c'est celle de l'historien. Vous savez, en histoire, c'est pour ça qu'il est souvent difficile d'écrire, même quand le fait est là. Parce qu'on veut le vérifier, l'entrecouper, et voir même s'il est opportun après de le servir. Parce que c'est ça aussi l'opportunité. Vous pouvez avoir un fait, mais vous ne le diffusez pas. Parce que vous avez peur. Vous avez une petite expérience. Nous avions, dans le cadre de l'encadrement de certains dans un certain pays, des jeunes en complet, eu des informations qui auraient pu servir le régime en place pour gérer la question. Et lorsqu'on a donné, heureusement, dans ce pays, il y avait des gens un peu plus futés. Ils ont dit, ok, on ne va pas les passer à la hiérarchie. Tant qu'on n'est pas certain que sur le terrain, c'est vrai. Donc, ils ont des informations que Equinox a fait une émission. Ils n'ont peut-être pas le temps d'aller vérifier. Qu'est-ce qu'il faut faire? On se tait, c'est tout. On attend. Le jour où on aura une vérification et qu'il est établi que Equinox à manipuler quelqu'un, là, à ce moment-là, on pourrait sortir. Et on n'a même pas besoin de faire une grosse sortie. Moi, j'avais été surpris de lire d'abord la déclaration du ministre Sadi. Je me disais, mais pour si peu tout un ministre sort, donc ce que j'avais dit un jour était vrai. Que comme on n'a rien à faire, l'oisiveté nous crée la vanité. Et c'est dangereux que dans un pays en construction, on ait l'impression que les gens n'ont rien à faire et que les choses futiles les intéressent. Troisième chose, là maintenant, et je le disais d'entrée de jeu, le rôle de tous nos médias, y compris Equinox, dans la formation citoyenne. Parce que le danger aussi, je vais aussi dire ça à Equinox, dans la riposte quand même, le ton était un peu, pour des citoyens, ça ressemblait, pardonnez-moi de l'expression, ça ressemblait vraiment à une querelle de rue. Ça aussi, c'est pas bon.
C'est vrai, et il y a une faute lourde, mais dans la réplique, c'est pas bon. C'est pas bon simplement. Pourtant, vous trouvez que c'était disproportionné? C'était non, pas disproportionné dans le sens que vous avez le droit. Oui. C'est comme un droit de réponse. Oui. Mais, vous savez, la langue est dangereuse hein, oui. dans sa manipulation. Voilà, j'ai suivi, surtout, je crois, dans le premier reportage, hein, des propos et des approches d'une véhémence et d'une violence de nature à ne pas... Parce que moi, mon souci, dans ma formation politique, dans ma culture politique, même quand je suis contre vous, au point ultime, je dis bien au point ultime, c'est-à-dire que c'est vous ou moi, la politesse exige que je vous le dise dans un langage qui fasse qu'on soit toujours capable de discuter demain. Parce que demain, on ne sait pas qui sera. Et c'est parce que c'est cet esprit que certains attendent qu'il y ait cette crise ouverte-là. Souvenez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui. Il y a au Cameroun des vautours qui n'attendent que cela. Il y a pour l'Afrique des gens ailleurs qui n'attendent que ce clash. Et nous, le Cameroun, nous sommes une exception. Pourquoi? Parce que malgré les difficultés, malgré les chapes de plomb qui ont pesé sur notre peuple depuis des années, nous avons su résister aux appels à la violence. Et ça, je vous le dis, ce n'est pas du goût de beaucoup, y compris de ceux à l'international, qui ont d'autres visées sur le Cameroun et l'Afrique. Donc, c'est bien de faire ces... Il est clair, il ne faut pas baisser les bras. C'est-à-dire, il faut vraiment répondre, parce que c'est ça la construction de la liberté. Mais il faut répondre en montrant qu'on a une vision, comme je disais, qu'on a tous un souci de construction nationale qui nous appelle, à la restitution de la vérité dans l'équité. Ça, il ne faut jamais se départir de cela. Quelles que soient les conditions, n'ayez jamais peur de dire la vérité, mais restez équitable. Okay. Deuxièmement, n'abandonnez jamais le combat. Chaque occasion doit être une occasion de combat. Et ce que le journal vient de nous servir maintenant me donne à moi l'occasion de continuer le combat en disant au président de la République, parce qu'au Cameroun, c'est lui seul qui a la clé de ce que nous vivons actuellement. Arrêtons de penser qu'il y a une force intermédiaire, il y a quelqu'un, c'est lui le responsable. Et la prière d'un grand homme, c'est pas que Dieu éloigne de lui les difficultés, mais c'est qu'il lui donne la sagesse de trouver les solutions pour les résoudre. Eh bien, le président Paul Biya devrait se souvenir qu'il a encore largement du temps pour servir aux Camerounais, un Cameroun dont ils seront fiers et le mettront dans la grande page de l'histoire pour l'avenir. Il faut qu'il sache qu'hier l'a fait, mais qu'aujourd'hui, il fait le lendemain. En cela, même si nous ne sommes pas d'accord, nous serons reconnaissants. Ok, merci. Docteur Lison Issoumba, votre lecture de ces événements après le journal de Cédric? C'est j'en ai autour, après avoir vu les images et regardé ce journal avec beaucoup d'attention et d'intérêt, je crois que la question que vous me posez ce soir semble me prescrire deux formules. La formule de Bossuet qui prescrit le silence et le mutisme. Mais de l'autre côté, il y a la formule de Léopold Sédar Senghor qui encourage l'exultation, le propos maîtrisé et surtout le propos mesuré. Je crois que c'est la position de Senghor que je vais adopter ce soir pour indiquer que l'État, je rentre un peu là dans la théorie pure du droit. Vous savez, l'État est le créateur de la norme. L'État est celui qui exécute cette norme, qui veille à son exécution. Cela veut dire, Hierrin disait, l'État est celui-là qui est le détenteur du monopole de la contrainte légitime. Cela veut dire que dans un double contexte, c'est-à-dire un contexte de non-contrainte, on trouve que l'État doit devenir injuste. Et du moins de non-contrainte, l'État est juste, parce qu'il n'y a pas de contrainte. Mais dans un autre cas, c'est-à-dire un contexte de contrainte, l'État devient injuste. Et je pense que ce que nous sommes en train de vivre ce soir démontre à suffire que la situation qui est née, c'est-à-dire qu'une dame qui vient sur un plateau de télévision, qui discute, qui émet ce qu'elle a vécu, et en retour, l'État estime que les propos ont été tellement avilissants qu'ils ont porté atteinte
à l'autorité de l'État, à la dignité de cet État, surtout au principe de sûreté et de sécurité de l'État. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette mesure? Et c'est là le contexte de pression. L'État est obligé d'entrer dans une posture d'injuste. C'est-à-dire, arrêter d'abord cette dame un jour dimanche, qui est non ouvrable, qui est justement un jour non ouvrable, procéder à ces interrogations en violant de manière flagrante le principe du contradictoire. Voilà, pour le juriste que je suis, quelques points qui me semblent être les points culminants qui ont amené justement l'État à montrer qu'en période de contrainte, il devient juste. Ces gens-là, je ne voudrais pas poursuivre et aller plus loin. Moi, pour ma part, le conseil que je souhaite donner à l'État, c'est simplement que Madame Djomo Stéphanie n'est pas la priorité. La CRTIVO, c'est l'État qui parle. La CRTIVO, c'est un média de l'État. Vraiment, je n'avais pas envie de l'évoquer. Je voulais sûr de vous bien comprendre. En fait. Je parle de l'État. Voilà, je parle de l'État. Vous avez suivi tout à l'heure. Alors, cela veut donc dire qu'en réalité, la priorité, ce n'est pas Djomo Stéphanie. La priorité, c'est arrêter les morts que nous vivons depuis cette sale guerre, depuis 2016 jusqu'à ce jour. Nous avons, je vais vous dire, je suis tombé à l'admiration de la tournée du ministre délégué de la Défense au Nord-Ouest. Il est allé à Boya. Il a rassuré les populations. Ce que nous avons souhaité le jour, justement, où il y a eu l'hécatombe, le 24 octobre. Nous avons souhaité cela, qu'il y ait au moins un discours d'apaisement du président de la République. Le ministre délégué en charge de la Défense est revenu sur Douala. Il est allé au chevet des militaires qui avaient reçu des balles. Et bien d'autres, on a vu des gens amputés, ainsi de suite. Il a rassuré ces militaires. Et moi, ce qui m'a fondamentalement marqué dans cette procédure, c'est que le ministre en charge de la Défense a soulevé un problème criard, qui est celui justement des primes qui sont allouées à ces militaires et qui ne sont pas reversées. Donc, d'où on est porté à croire que l'économie de guerre, justement, vient se justifier dans ce cas, dans cette mesure. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ces gens-là autour, l'État du Cameroun a une priorité, c'est de régler la guerre au Nord-Ouest. L'État du Cameroun doit comprendre aujourd'hui que si, à côté de Dieu, il y a le diable, il faut toujours faire avec le diable. C'est pourquoi, en début de cette émission, j'ai évoqué cette citation pour qu'on comprenne mieux que tous les médias n'ont pas, à mon sens, ce que vous appelez généralement comment vous appelez, la ligne éditoriale. La même ligne éditoriale. Parce que pendant que, je vais vous dire, ça n'a pas marqué, tous les Camerounais ont vu cela le 24 octobre. Pendant que nous pleurons sur ce plateau, dans d'autres plateaux ailleurs, on montait la musique, on faisait jouer des spectacles. Mais le peuple a vu, nous avons tous pleuré ici. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les assassinats de Kumba n'ont pas épargné les Camerounais. Tous les Camerounais ont été pris, ont été touchés dans leur sensibilité, ont été touchés dans leur fort intérieur à partir de ce qui est arrivé. Donc moi, j'estime pour ma part que minorons les choses qui ne servent à rien. Minorons les éléments qui ne peuvent apporter à rien le bien-être et le bien-vivre des Camerounais. Donc, je supplie l'État du Cameroun de prendre en charge Mme Djomo Stéphanie. Parce que cette dame, toutes les procédures qu'elle a suivies, moi je vais vous avouer, ces gens-là autour, je suis allé à la prison de Nouvelle plus d'une fois. Mais je vous dis, je suis rentré, mais je suis tombé malade. Rien que pour y être entré et ressorti. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas gardé, mais j'ai entré, je suis ressorti. J'ai fait 1 heure, je suis ressorti, mais je suis allé à la maison, je suis tombé malade. Donc imaginez-vous tout le traumatisme subi par cette dame. Les enfants qui auraient été assassinés, elle est arrêtée dans des conditions un peu plus difficiles. Elle est embastillée en prison, elle ressort, elle subit des pressions. Moi, je pense que l'État du Cameroun doit véritablement prendre soin de cette dame en lui apportant un soutien moral, financier et même matériel pour qu'elle se remette. Parce que je vais vous dire, ces gens-là autour, si rien n'est fait par rapport à cette dame, on risque la perte. Je ne suis pas apocalyptique. Mais j'essaie déjà de voir avec toutes ces pressions qui viennent. Vous savez, on a suivi le journal. Les organisations internationales ont pris l'affaire déjà en main. Donc, et vous savez, l'État du Cameroun n'aime pas cela. C'est-à-dire qu'en réalité, on va lui dire, État du Cameroun, vous ne respectez pas les droits de l'homme, ils auront des pressions qui viendront de toutes parts. Donc je pense et je prie tous ceux qui nous écoutent, nos dirigeants, de comprendre qu'il n'y a pas autre chose que le peuple. On ne va pas en guerre avec son peuple, on protège son peuple parce que c'est une mission constitutionnellement consacrée. Voilà, rapidement, on fait le dernier tour de table, rapidement, Joseph Emmanuel Ateba, il nous reste très peu de secondes, très peu de temps.
Oui, je pense que tant que notre gouvernement ne comprendra pas que sa priorité, c'est la résolution des problèmes, plutôt que de courir derrière ceux qui dénoncent les problèmes, nous sommes très loin de l'auberge. Parce que vraiment, les problèmes sont posés pour qu'ils soient résolus. Alors si vous laissez, imaginez mon pantalon là se déchire et quelqu'un vient derrière moi et le constate et il se moque de moi que mon pantalon est troué. Au lieu d'aller réparer mon pantalon, je veux courir après lui, bagarre, tu m'as insulté, pourquoi? Oui, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, il est question pour notre gouvernement de s'atteler à résoudre les problèmes que relèvent les Camerounais, plutôt que de courir derrière qui dénoncent ces problèmes, parce que c'est leur devoir. Okay. Merci. Docteur Soro? Moi, je vous dis merci. Je pense qu'il est temps, non seulement pour le gouvernement, mais pour tous les Camerounais, de s'intéresser aux problèmes du Cameroun. Et l'un de ces principes au problème, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on se réconcilie avec notre histoire. Un peuple qui veut aller loin est comme un homme qui entreprend une longue marche. Il ne peut pas marcher à côté de ses chaussures. L'histoire est comme les chaussures que vous devez porter si vous voulez aller loin. Donc, de tout cœur, réconcilions-nous avec notre histoire et nous allons retrouver la paix au nord-ouest et au sud-ouest. Ainsi, nous allons construire une nation dynamique, démocratique et développée où il fait bon vivre pour tout le monde. Voilà. Gervais Fonga. Moi, j'ai envie de dire que quand vous regardez l'état des savoirs de la CRTV et l'ingénierie éditoriale déployée autour de cette affaire pour construire ce qu'on vit depuis 24 heures, il faut ça a commencé dimanche. Hein. Enfin oui, depuis quelques jours, du moins de 13 heures, il y a la CRTV, je crois que c'est à partir d'hier ça a commencé à monter en puissance. Donc quand on regarde l'état des savoirs et l'ingénierie éditoriale déployée par la CRTV, on est très inquiet. Des fois j'ai envie de croire qu'il y a des gens qui font exprès pour mettre les gens en colère, même quand il ne le faut pas. Je pense qu'on aurait pu éviter ça. Parce que tout le ramdam qu'on observe aujourd'hui est simplement la conséquence de ce que une dame a été interpellée pour flagrant délit de propagation de fausses nouvelles. Honnêtement, je n'ai pas le sentiment qu'elle est, dans ce qu'elle a dit, que c'est une révolution copernicienne. Ce n'est pas des choses qu'on a découvert. C'était déjà entendu. Oui, qu'on a découvert. Oui, c'est des choses qu'on entend régulièrement. Donc, du coup, je pense que cette sortie, en commençant à passer du ministre et les autres, est venue simplement amplifier les choses. Parce qu'on voit même le récit médiatique qui est fait autour de cette affaire, et ça va probablement continuer la semaine prochaine, on aurait pu éviter ça. Parce que encore que maintenant, cette sortie de la CRTV vient plutôt entretenir un clair-obscur autour de cette affaire, parce qu'elle n'apporte, au contraire, elle vient plutôt des doutes, produire les faits contraires. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas expliquer aux gens comment est-ce que la célérité avec laquelle elle a été envoyée à Nubel, si il s'était avéré qu'elle a été prise pour flagrant délit de propagation de fausses nouvelles, qu'elle puisse libérer aussi facilement, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a des choses qui sont très incohérentes dans la démarche de la CRTV. Et puis quand j'entends dire que elle a été mise à contribution pour ternir l'image du Cameroun, moi je suis un peu embêté. J'ai envie de m'interroger. Voici les observateurs de Transparency qui sont venus déjà oisifs. Les organisateurs. On a fait venir, on peut ternir. Si ceux-là n'ont pas terni l'image du Cameroun 10 fois mieux que cette dame, est-ce que ceux qui ont fait mentir tout un chef d'État en disant qu'on en aura la canne, qu'on sera pour le jour dit qu'on n'a jamais été prêt, non pas terni l'image du Cameroun, pire que ces dames. Est-ce qu'un monsieur qui vient d'investir 80 milliards pour nous offrir un mall, alors que les mêmes 80 milliards, on allait nous prendre des ordinateurs, des jouets d'enfants au Cameroun, alors qu'on voit très bien ce qu'aujourd'hui, tout le monde voit ce à quoi peut servir 80 milliards. Merci. Est-ce que ce n'est pas ternir l'image? Donc, je veux dire que les exemples comme cela, on peut se dire que mais finalement qui ternit l'image du Cameroun. Et merci Gervais Fonga. C'est très important. Docteur Luzin Soumba, rapidement en 30 secondes. Oui, la sortie, une citation. Pourquoi je vous tiens réservé pour la fin. Ce genre-là, moi je pense que l'État du Cameroun doit recréer un climat de confiance avec son peuple. Et vous savez, toute vérité se connaît parce que la vérité est la seule chose qui va sans ticket d'embarquement. Ok.
Voilà. C'était ça le... Ah oui, c'était le... Elle est de qui? Ah, c'est vous-même. Ah ouais, ouais. Merci, docteur Lusan. Merci, docteur Soro, d'être passé. Merci à vous. Voilà. Bonne chance à l'UPC. Hein. Ben, merci de tout cœur. Beaucoup de chance. Il le faut. Voilà, merci Guy Hervé Fonga, merci Joseph Emmanuel Atiba, merci docteur Lusan Isomba. C'est moi. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, bon accouement.